Bonjour, merci d'être toujours si présents, toujours si nombreux aux rencontres d'Averroès, les 24e du nom. C'est toujours un plaisir d'être là. Avant de commencer, un petit mot sur RFI, une radio que l'on ne connaît pas forcément à Marseille. RFI, c'est Radio France Internationale. C'est une grande radio de service public, 400 journalistes à Paris, qui travaillent dans 14 langues, dont le français, et qui émettent dans le monde entier. Alors à Marseille, c'est un peu compliqué. On n'a pas de modulation de fréquence. On aura bientôt une fréquence en RNT. La RNT, c'est la radio numérique terrestre. C'est l'équivalent de la TNT, mais en radio. C'est promis pour Marseille bientôt. Ne me demandez pas quand, je ne sais pas du tout, mais on m'a dit bientôt. Donc RFI est une radio internationale qui émet dans le monde entier et qui a l'habitude de parler du monde. 400 journalistes à Paris, des centaines de correspondants dans le monde. On a toujours l'habitude de dire que ce qui fait une brève dans un journal, un grand quotidien de l'après-midi, ça fait toujours un développement sur RFI. En tout cas, le slogan de RFI, la signature de RFI, c'est les voix du monde. Donc il est tout à fait logique que RFI, qui est une radio du groupe France Média Monde, qui regroupe France 24, Monte Carlo Doualiya et donc RFI, participe à cette rencontre, à ces rencontres d'Averroès, et c'est toujours avec un grand plaisir. Alors après les interrogations, quelle liberté face au sacré, face à la terreur? Et avant de se pencher sur le thème « Quelle liberté face au bouleversement économique et numérique », ce sera demain, ici même, à 11h, nous allons nous poser cette question « Quelle liberté face au pouvoir autoritaire ?» Et la question se pose car nos sociétés démocratiques n'ont plus vraiment la cote. Dans le monde, la démocratie recule. L'ONG Freedom House a ainsi constaté qu'en 2016, 67 pays ont connu un net recul en matière de droits politiques et de libertés civiles. Et pour les Européens que nous sommes, ce constat est assez perturbant, car nous avons longtemps cru que notre modèle démocratique, fondé sur l'état de droit, la séparation des pouvoirs, le respect des minorités, eh bien que ce système allait se répandre par capillarité à la surface du globe. Eh bien, c'est pas le cas. Et pour preuve, la Chine de M. Xi Jinping, les États-Unis de M. Trump, l'Égypte du maréchal Al-Sisi, la Russie de M. Poutine, la Turquie de M. Erdogan, et même au sein de l'Union européenne, la Hongrie de M. Orban ou la Pologne de M. Kaczynski, eh bien, les uns et les autres remettent en cause, à des degrés divers, ce modèle démocratique que nous connaissons bien et dans lequel nous nous épanouissons. Alors pourquoi les démocratures, construction de démocratie et de dictature, ou cette démocratie illibérale, comme on l'appelle aussi, séduit de par le monde, et comment réagir face à ces pouvoirs autoritaires qui grignotent et gangrène nos libertés? C'est le thème de cette troisième table ronde des rencontres d'Averroès. Je vous présente les intervenants qui ont accepté d'y participer. À mon extrême gauche, Michel Tubiana, président d'honneur de la Fédération des droits de l'homme et aussi président de l'association Euromède Droit. Michel Tubiana, en quelques mots, Euromède Droit. Euromède Droit, ça a été créé en 1997, donc nous sommes dans son année anniversaire. À la suite de la déclaration de Barcelone, Euromède Droit, c'est 80 organisations du nord et du sud de la Méditerranée qui consacrent leur activité à la défense des droits de l'homme. C'est donc à la fois l'affirmation de la pertinence d'une région euromène et aussi de l'universalité des droits de l'homme d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée. Cengiz Aktar, politologue turc, auteur de l'Appel au pardon, et l'Appel au pardon, c'est l'appel des Turcs, du peuple turc, du gouvernement turc face au génocide arménien. Il est professeur à l'université, non pas d'Istanbul, mais d'Athènes, ce qui est évidemment un paradoxe intéressant. On va revenir pourquoi vous êtes à Athènes à un moment ou à un autre au cours de notre débat. À ma droite, Lina Atala, journaliste égyptienne, rédactrice en chef du site Madamastre. En quelques mots, Madamastre. Madamastre est un site d'actualité bilingue. Nous sommes basés au Caire et on essaye de faire simplement du journalisme indépendant qui ne dépend ni de l'État ni des hommes d'affaires. Et le site a été lancé en 2013 et c'était un moment de transformation politique profonde en Égypte. Donc l'idée, c'était de s'assurer qu'il y a des histoires qui ne pourront pas être racontées et de raconter ces histoires par l'intermédiaire de notre journal. Et vous nous expliquerez que ce n'est pas si facile que ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Et à mon extrême droite, mais voilà, hein, je m'arrête là, c'est la position géographique, hein, rien de plus, comme pour l'extrême gauche de Michel Tubiana, Jacques Lupnik, directeur de recherche à Sciences Po Paris, collaborateur de Václav Havel, le président de la Tchécoslovaquie et de la République tchèque, évidemment grand spécialiste de l'Europe.
l'Europe de l'Est et du monde russe. Alors, la première question, j'ai envie de vous la poser, Lina Atala. Il y a eu un immense espoir en 2011 avec les révolutions arabes. Elles ont été particulièrement fortes, intenses en Égypte. Et puis, aujourd'hui, on est comme un retour à la case départ. Le maréchal al-Sisi a remplacé le général Moubarak. J'ai envie de vous poser cette question toute simple, toute bête. Comment en est-on arrivé là ? Bon, donc 2011, comme on le sait bien, était une grande ouverture et c'était pas seulement une ouverture au niveau des manifestations qui ont pris place sur la place Tahrir, mais aussi une grande ouverture politique au niveau de la programmation aussi. Ça veut dire que les jeunes révolutionnaires étaient, après Tahrir, occupés à faire des programmations au niveau des réformes au sein des institutions publiques, des institutions de l'État, des réformes de la structure de la police, des propositions de loi. Mais en même temps, dans le background, il y avait toujours la question qui va contrôler cet État après le départ de Moubarak. Et là, c'est une question à laquelle les révolutionnaires ne faisaient pas nécessairement partie. Ça veut dire que c'était des questions d'arrangement entre les différents pôles du pouvoir, ceux qui possèdent le pouvoir des armes, par exemple, ou ceux qui possèdent le pouvoir de mobiliser les rues. C'est notamment aussi une question de ce qu'on veut et qu'on peut imposer sur l'Égypte au niveau de la lutte contre les migrations, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'Iran. Et donc, avec ce schéma-là, pendant que les révolutionnaires essayaient d'avancer des programmations de réformes post-révolution, nous avons eu ce changement de contrôle dans l'État qui a mené à une situation de répression là où la rue politique qui était tellement vibrante en 2011 n'existait plus. Il faut aussi mentionner qu'il y avait des années et des années où les activistes avaient beaucoup de difficultés à s'organiser depuis, surtout les activistes de mon âge, depuis le temps de Moubarak. Et donc, c'était pas tellement évident d'arriver à trouver des solutions, surtout au niveau de l'organisation juste après la Révolution. Mais la situation est exacerbée avec la répression qu'on est en train de vivre maintenant. Et donc, ça, c'est en quelques mots expliquer le recul que nous avons maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des poches d'action qui existent toujours. Ça veut pas dire qu'il y a toujours des différentes façons par lesquelles on essaye d'avancer nos luttes pour les droits, pour la liberté, qui reste toujours un gain principal des soulèvements de 2011, même si ça n'a pas été traduit au niveau du changement politique et économique et social. Cengiz Aktar, longtemps la Turquie a été un modèle pour le monde musulman. Quand ça se passait mal dans le monde musulman, en Turquie ça se passait bien, croissance, une société en plein développement, une société relativement libre, et puis une société qui s'est d'ailleurs beaucoup inspirée de l'Europe, c'est-à-dire que la Turquie s'est longtemps construite sur le modèle européen avec l'idée que tôt ou tard la Turquie rejoindrait l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas, ce qui est le cas moins que jamais. Et puis, il y a eu ce coup d'État l'an dernier, mais ce recul de la Turquie, cet autoritarisme de la Turquie avait commencé bien avant. Vaste affaire. Bon après-midi, Daniel Desesquel, merci. On se retrouve à 22h. C'est la deuxième fois que je suis parmi vous. Merci aux rencontres de me réinviter. Et justement, la première fois où j'étais venu ici, c'était en 2008, il y a 9 ans. Et c'était exactement, on parlait de ça. Et le discours était probablement totalement différent. Alors le thème était entre l'islam et l'Occident, la Méditerranée, et là on parlait de la Turquie volontiers, de cette étoile montante, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que ça représente? Comment ça se fait qu'on peut parler dans la même phrase de la démocratie et de l'islam? Donc c'était vraiment une curiosité. Est-ce qu'on avait trouvé une formule, une alternative aux frères musulmans dans la région?
Bon, le réveil arabe n'était pas encore là, mais c'était vraiment une grande question, un débat, une problématique. On était avec Rupnik à 2 ou 3 panels d'ailleurs. Déjà Jacques Rupnik. Pardon ? Déjà Jacques Rupnik. Voilà. Et donc, et là, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Mais avant d'en arriver là, donc en 2008, déjà on sonnait. Je me rappelle, j'avais assisté à 3 débats à Marseille, et je crois un peu plus loin, à Martigues, si je ne m'abuse. Et on avait commencé à sonner la sonnette d'alarme, en fait, de tirer la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui s'était passé ? Eh bien, on disait attention, hein, bon, la Turquie a bien démarré, c'est vrai, ça vaut la peine, il faut s'intéresser à la Turquie, mais il ne faut pas lâcher prise, il faut un peu plus d'imagination, il faut aller de l'avant. Et là, on s'adressait à l'Europe. Hein, on disait... La Turquie, c'est pas la Lituanie. On peut pas traiter la Turquie comme les pays de l'Europe occidentale, orientale et centrale. Et surtout, ne la repoussez pas. On savait pourquoi. Bon, je vais pas aller plus dans ce débat. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais il était clair et net que l'Europe avait, en tout cas les instances européennes, mais aussi les opinions publiques, avaient un problème de digestion par rapport à ce pays musulman qui était à la porte de l'Europe depuis 1959. Et ce pays de 80 millions d'habitants. Voilà. Donc... Mais première sonnette d'alarme. Et puis, en fait, c'était un manque de volonté conjuguée, mutuelle, n'est-ce pas, du côté turc. C'était pas mieux. Alors, Erdogan avait commencé à se sentir fort et il avait commencé à dire... Les rapports entre l'Europe et la Turquie, ça a toujours été un jeu de poker menteur. C'est un peu ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui, voilà. Donc, il disait, après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin d'Europe 2000 Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à être le patron justement du Moyen-Orient C'était dans les cartes. Cette folie des grandeurs, n'est-ce pas la crise économique de 2008 était passée par là. La Turquie étant un pays en développement n'avait pas senti justement les conséquences de la crise. Il gagnait élection sur élection et voilà. Et puis tout d'un coup arrive Gezi, hein, cette protestation populaire, les révélations de corruption, on en parle encore aujourd'hui, mais en ce moment même à New York, pas en Turquie, par rapport au régime. Et puis le coup de boutoir, vous l'avez dit, donc la tentative de coup d'État de l'an dernier. Et voilà, on est tombé dans vraiment dans un... je dirais pas la catastrophe, mais on n'en est pas très loin. Donc de cette étoile montante, c'est devenu une étoile filante, n'est-ce pas ? Et l'étendue du liberticide est vraiment sans nom. Mais on va en parler probablement Bien sûr. Bientôt. Et c'est-à-dire d'espoir, la Turquie est devenue un problème, comme on dit en anglais. Est-ce que vous faites partie de... Voilà. Surtout pour les Turcs. Oui, mais pas seulement. Je crois qu'on va tous payer, aussi bien la région, l'Europe et la Turquie, bien sûr. Alors, Michel Kubiana, est-ce qu'il y a une spécificité du monde euro-méditerranéen ? On a parlé de l'Égypte avec Lina Atalla, un mot sur la Turquie avec Cengiz Aktar. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'autoritarisme dans le monde euro-méditerranéen ? Il y a d'abord cet ensemble euro-méditerranéen, à la fois civilisationnel, historique, économique, politique, tout simplement humain, au travers des migrations qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui, nonobstant le fait que beaucoup de monde meurt dans la Méditerranée. Il y a d'abord cette réalité-là. Ensuite, il y a ce qui résulte d'une région qui a été totalement colonisée pendant fort longtemps, et cette histoire de la colonisation, elle laisse des traces. On le voit au travers de la délimitation des pays, on le voit au travers du conflit israélo-palestinien, on le voit au travers de multiples aspects. Et puis, il y a surtout, depuis
depuis que, dirais-je, la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'affirmation de l'Europe et l'affirmation d'une Union européenne qui se dit porteuse de valeurs en termes de droits de l'homme, de bonne gouvernance, de démocratie, et qui tente de les faire prévaloir des deux côtés de la Méditerranée. Je pense là-dessus qu'il y a, comme une erreur de communication ou de transmission. Je veux dire. On n'exporte pas la démocratie, pas plus, et encore moins dans des camions militaires. C'est pas viable, c'est pas faisable, et il appartient au peuple de s'en emparer, de les construire, et de définir les chemins qui mènent à des valeurs qui sont nécessairement communes. Pas question de transiger sur les valeurs. En revanche, les chemins peuvent être spécifiques. Et l'Union européenne n'a jamais entendu cela, en pratiquant plutôt une politique du double discours, au travers d'un paradigme. Le paradigme, il est ternaire, il est triple. Sécurité contre le terrorisme, sécurité contre l'immigration, sécurité de nos investissements. Ça ne fait pas une politique, ou plus exactement, ça fait une politique qui donne ce qui a été évoqué par les deux précédents intervenants, c'est-à-dire, par exemple, d'avoir toléré le terme est inexact, d'avoir laissé faire, d'avoir fermé les yeux sur l'éradication des oppositions démocratiques en Égypte, en Tunisie, en Turquie pendant un moment. Mais l'Égypte et la Tunisie sont pas deux exemples topiques. Nous savions, à la suite de Moubarak, que les frères musulmans seraient largement majoritaires, et pour cause, il n'y avait plus d'opposition laïque qui avait été éradiquée par Moubarak. La Tunisie, si Ennahda a eu les résultats que l'on connaît, c'est exactement aussi dans la même démarche de la part de Ben Ali. Alors la vraie question qui se pose, me semble-t-il, dans la région, ce n'est pas que la rive sud de la Méditerranée ne porte pas les mêmes aspirations de liberté, de dignité, de justice sociale, c'est de savoir comment nous pouvons les mettre en commun et ne pas dresser des murs ou des fosses communes comme en Méditerranée actuellement. Alors, Jacques Lupnik, un élément que Michel Doubiana n'a pas évoqué, ou en tout cas peut-être en filigrane, c'est le temps. Il faut aussi du temps pour que la démocratie s'impose. Et par exemple, dans les pays d'Europe centrale et orientale, eh bien, il a fallu beaucoup de temps avant que ces pays deviennent des pays démocratiques, ce qui fonctionne globalement. Évidemment, on parlera un peu de la Hongrie et de la Pologne, mais il y a la dimension du temps. Certainement. D'abord, merci pour l'invitation. Merci d'accepter un élément centre-est européen égaré dans la Méditerranée. Mais les comparaisons et les contrastes sont intéressants parce qu'on retrouve des questions assez similaires, entre autres celle que vous venez de soulever, qui est que la démocratie, ça ne se décrète pas. Que c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Et en fait, l'expérience centre-est européenne, c'est quelque chose qui se construit bien avant la chute de l'Ancien Régime. Si vous voulez voir pourquoi l'Europe centrale a réussi sa transition à la démocratie après 89, c'est parce qu'il y avait des mouvements dissidents qui ont créé, Václav Havel et la Charte 77 en Tchécoslovaquie, mais il y avait Solidarność en Pologne et l'opposition démocratique en Hongrie. Et ça a créé un milieu, une culture démocratique, des contre-élites démocratiques qui, au moment de la chute du régime, peuvent prendre la relève. Et c'est une des explications pourquoi la transition à la démocratie a été plutôt une réussite en Europe centrale, parachevée par l'entrée de ces pays dans l'Union européenne. Ce n'est pas l'Union européenne qui a créé en tant que telle la démocratie et qui l'a imposée. Là, ça a été dit, on ne peut pas imposer la démocratie. Par contre, avoir la perspective d'adhésion à l'Union européenne a été un facteur très important pour ces pays. Et ça l'est encore pour les Balkans qui ne sont pas... Et ça l'est pour les Balkans, ça va jouer ce rôle-là. Après la guerre dans l'ex-Yougoslavie des années 90, c'est la perspective européenne qui aujourd'hui dans les Balkans est un facteur très important pour, disons, ceux qui veulent construire un système démocratique. Alors, la question qui nous est posée, c'est comment se fait-il que des pays qui aient réussi connaissent une régression? Parce que de même que la démocratie se construit dans la durée, c'est jamais un État auquel vous arrivez qui est parachevé, la fin de l'histoire. Certains ont cru, après 89, à la fin de l'histoire, la démocratie libérale n'avait plus d'alternative, nous avait-on dit. Mais si, elle en avait et elle en a.
Et aujourd'hui, on voit les alternatives avec beaucoup plus de force qu'auparavant. Donc, il y a à la fois l'expérience est-européenne de la résistance au régime totalitaire avant 89, ça c'est une expérience qui peut être intéressante à comparer à ceux qui, dans des circonstances très différentes dans le monde arabe, de l'autre côté de la Méditerranée, vivent dans des conditions, on a du mal à qualifier ces régimes, en tout cas des conditions de non-liberté, voilà, appelons-les comme ça. Et ça c'est une première expérience. Il y a l'expérience de la transition à la démocratie proprement dite. Et là, nous sommes dans une troisième phase, qui est la phase de la régression de la démocratie dans des pays qui avaient réussi. Alors c'est ça qui est le paradoxe. Peut-être tout à l'heure, on pourra revenir sur les raisons de cela. Mais je dirais, il y a un certain nombre de traits qui rejoignent les discussions sur l'Égypte ou la Turquie. Premier trait qu'on voit en Hongrie ou en Pologne, à moindre degré ailleurs. Mais première chose, vous avez recul de l'état de droit. La question du droit était un des thèmes de la dissidence, hein, un des premiers thèmes de la dissidence. On ne vous demande pas de changer d'idéologie, on vous demande de respecter le droit. La Constitution, les accords internationaux, les conventions des Nations Unies sur les droits de l'homme. Ça, c'était la première chose. Le discours sur le droit. Il y avait un deuxième thème dissident qui était la société civile. La démocratie se construit pas seulement par le haut, par le changement de régime au sommet, hein, mais par la société civile. Et puis il y avait un troisième thème qui était le thème européen, hein, réunifier l'Europe. Et bien là, on voit aujourd'hui, dans la phase de régression de la démocratie, on a régression précisément sur ces thèmes. Régression sur le droit, on s'attaque à la Cour constitutionnelle, on s'attaque à l'indépendance de la justice, bref, régression sur l'état de droit. Deuxièmement, on s'attaque à l'opposition, non plus seulement l'opposition politique, mais à la société civile. Vous avez les nouvelles lois adoptées par Viktor Orban en Hongrie, qui considèrent que toute ONG recevant de l'argent de l'étranger doit être considérée comme un agent de l'étranger. C'est la transposition du modèle Poutine, parce que Poutine avait fait adopter il y a déjà quelques années une telle législation. J'allais venir justement un petit mot, Jacques Rupnik, dans cette région que vous connaissez par cœur, une petite différence entre la Pologne, la Hongrie, et on s'éloigne un peu de la Méditerranée pour aller un instant sur les froids sibériens. Poutine, en Russie, il y avait des dissidents, mais pas vraiment une opposition, il y avait un pouvoir fort, il y avait à faire cette transition quand même démocratique. Quand même dans les pays d'Europe centrale et orientale, il y avait aussi quelqu'un qui pouvait raconter à un moment, j'ai connu la démocratie, j'ai connu un système démocratique, et il la racontait à ses petits-enfants, et voilà. Oui, il y avait une filiation démocratique. Pour les Russes, c'est beaucoup plus dur. Les gens qui se souviennent de la situation entre 1905 et 1917 et février 17, ils sont plutôt rares. Aujourd'hui, ils sont plus là, tout simplement. Mais ils n'étaient même pas là au moment de la chute du régime communiste. Alors qu'en Europe centrale, c'est vrai qu'il y avait il y avait une continuité pour certains pays avec les régimes d'avant-guerre. Car il ne faut pas non plus se faire d'illusions. La plupart des régimes d'avant-guerre avaient commencé comme des démocraties après 1918 et avaient connu des dérives autoritaires dans les années 30, fascisantes, autoritaires, en Hongrie, en Pologne, etc. Donc les régressions de la démocratie, ça c'est un sujet qui nous intéresse parce qu'il y a une façon, c'est comment susciter des changements démocratiques. Le printemps arabe était un moment d'espoir et on a parfois comparé. Moi, je me souviens, j'étais invité parfois dans les colloques, est-ce qu'on peut comparer 89 en Europe de l'Est et le printemps arabe? Voilà. Il y avait ce genre d'espoir, des régimes qui s'écroulent parce que il y a des grandes mobilisations populaires. Bon, la comparaison était un peu superficielle et je ne veux pas la rappeler aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est la rapidité avec laquelle la démocratie peut régresser. Je vais peut-être terminer là-dessus. Ce qui est important dans le cas de l'Europe centrale, c'est de voir que l'acquis de la démocratie, c'est-à-dire l'idée qu'on a un ordre constitutionnel qui est respecté, qu'il y a un espace pour la société civile, un espace de liberté, qu'il y a l'indépendance des médias, très important, la première cible, dès la première semaine au pouvoir, hein, et en Hongrie et en Pologne, et bien sûr chez Poutine, puissance 10, première chose, mainmise sur l'audiovisuel public. Ça, c'est la première chose. On laisse la presse écrite relativement libre, mais elle a une très faible diffusion. Ce qui compte, c'est l'audiovisuel public. Et donc, vous avez cette reprise en main-là, et ensuite,
l'opposition, dans de telles conditions, même si formellement il y a des élections, vous avez le droit de participer à des élections, mais vous ne jouez pas à armes égales. Souvent, vous avez le résultat d'avance. Voilà. Oui, mais même si c'est des élections où on compte les voix sans tricher, mais les compétiteurs, si j'ose dire, ne sont pas dans la même situation. Certains sont plus égaux que d'autres. Habile transition, merci Jacques Lupnik pour une question pour Lina Atala. Évidemment, comment un média indépendant, libre, arrive à survivre en Égypte? Qui sont vos lecteurs, qui cliquent sur le site de Madame Astre, et est-ce que vous êtes aujourd'hui la seule opposition en Égypte, puisque les partis d'opposition, à ma connaissance, il n'existe pas beaucoup? Donc il faut commencer par dire que c'est pas évident, mais en même temps, c'est important aussi de voir bien que si on a pu exister jusque-là, depuis 2013, comme j'ai dit bien, c'est une année de transformation profonde et qui a vu un recul très visible dans les libertés en général. Donc si on a pu exister pendant toutes ces années, il y a une raison d'être convaincu qu'il faut continuer, parce que c'est très facile de se laisser au désespoir et d'adopter un peu un discours de victime. Je ne veux pas dire qu'on vit dans nos meilleurs moments, mais quand même, mon idée c'est s'il y a une marge, il faut toujours essayer d'exister dans cette marge et l'élargir avec le temps. En ce qui concerne notre site web et travailler dans un média indépendant en Égypte maintenant, je considère que nous ne sommes pas les seuls. Il y en a d'autres qui essayent de faire la même chose, peut-être qui sont un peu plus petits, qui n'ont pas de diffusion au niveau international, puisque notre site web est bilingue. Et je crois que c'est un mouvement très intéressant. Je l'appelle d'habitude la troisième génération de médias, de journalistes en Égypte. La première étant les médias de l'État, qui ont été interrompus dans les années 2000 avec l'ouverture économique et l'investissement du secteur privé dans les médias. Et à ce point-là, on a commencé à avoir la seconde génération des médias privés qui ont montré au public égyptien que c'est possible d'avoir des histoires et des narratifs qui sont un peu différents de ceux de l'État. Et donc c'était une ouverture très importante, bien que ça soit des narratifs plutôt avancés par des hommes d'affaires qui ont leur propre intérêt politique et économique. Et là, il y a une troisième génération des jeunes, des vagabonds. La plupart d'eux, ils ont participé aux révolutions, bien sûr, de 2011, mais qui ont aussi une pratique professionnelle de médias, qui voulaient et qui continuent à essayer d'avancer un modèle de médias, d'organisation de médias indépendants. Et c'est un modèle qui est qualifié du fait que nous investissons beaucoup au niveau de la construction de notre organisation, parce que nous avons vu bien que notre recul en tant que révolutionnaire, en tant que militant, était causé par le fait que nous avons eu des faiblesses d'organisation. Ça veut dire que il y avait toujours cet attachement à la place Tahrir, aux manifestations, aux jolis spectacles que Tahrir nous a donné. Une dimension romantique. La dimension romantique, la dimension du spectacle, mais la politique arrive après aussi. Et elle prend place un peu partout, pas seulement dans les places de dissidence là. Donc comment créer une organisation de médias qui est progressiste, qui est indépendante, qui reflète les valeurs des sujets et des articles qu'elle écrive. Donc il y a ce niveau-là. Et à un autre niveau, c'est porter témoignage à ce recul de liberté dans lequel on vit en Égypte, sans avoir peur, sans faire avec trop de paranoïa, et essayer d'avancer de cette façon. Comment on a pu continuer? C'est justement pas évident. Lina Atala, est-ce que vous avez des interdits? Jusqu'où pouvez-vous aller? Et est-ce que vous êtes quelque part un alibi du pouvoir qui peut dire, voyez, la presse libre existe, la preuve, il y a Madame Astre? Donc, j'aime pas trop le concept des interdits, parce que je pense que c'est une question psychologique pour les journalistes. Et on commence à dire dans nos têtes, ça c'est interdit, ça c'est une ligne rouge. Donc, on commence l'autocensure. Et l'autocensure, pour moi, c'est
c'est difficile de l'arrêter. Si on commence à s'imaginer des interdits, puisque rien n'est écrit, rien n'est clair, donc ça peut avancer et dans ce cas-là, il y aura beaucoup de censure. Pour nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne résiste jamais à publier quelque chose, bien que ça peut nous apporter des ennuis. Et même si on a un peu peur, et c'est très important de dire que la plupart du temps on a peur, parce que nous ne sommes pas juste braves avec le sang-froid, la plupart du temps on a peur, mais c'est une question de mettre la peur un peu de côté, jusqu'à ce qu'on publie, et puis on publie et on est content qu'on a eu le pouvoir de publier. Mais comment on peut avancer, comme je l'ai bien dit au début, c'est pas évident. Évidemment, notre site web est bloqué en Égypte maintenant. L'accès est bloqué. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a plus que 400 autres sites web qui ont été bloqués dernièrement en Égypte depuis mai de cette année. Mais ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de travailler. Donc on continue, comme les autres, de diffuser notre contenu sur les réseaux sociaux. Et les gens continuent à lire. Et c'est évident que nous vivons dans un ère où tout ce qui est censuré est beaucoup plus désiré. Donc les gens nous cherchent peut-être un peu plus maintenant parce qu'ils savent qu'il y a ceux qui ne veulent pas que notre contenu soit accessible. Alors, on a compris une façon de résister avec Lina Atalla. Cengiz Aktar, vous avez choisi l'exil. Vous êtes un politologue, un éditorialiste connu en Turquie. Vous avez choisi l'exil. Et d'ailleurs, il est intéressant que vous ayez choisi l'exil à Athènes, en Grèce. Il faut rappeler la situation en quelques mots, peut-être en Turquie. Environ 50 000 personnes emprisonnées. Pour ce qui est des journalistes, 170 journalistes en prison. Pour certains, on est sans nouvelles. Ce qui veut dire que la Turquie, c'est un des pires pays pour le journalisme. Et je serais tenté de dire que, malheureusement, la Turquie est en compétition avec le Mexique, qui sont vraiment les deux pays les plus touchés par cette absence de liberté de la presse et ce fait que les journalistes et les médias sont les premières victimes. Alors, comment résiste-t-on aujourd'hui en Turquie? Voilà. Est-ce que c'est possible et comment? Alors avant la résistance, qui est capitale, bien sûr, 3 mots sur les caractéristiques de ce régime qui est en train de se mettre en place avec la Russie de Poutine à l'est de l'Europe. Bon. D'abord, il se targue d'une révolution populaire, puisque c'est le diktat de la majorité. Eh bien, c'est vrai que M. Erdogan a 50% des voix. Et il représente, donc il parle maintenant de la nouvelle Turquie. On parlait exactement de la même nouvelle Turquie avec la révolution kemaliste dans les années 1920. Alors moi, quand quelqu'un me parle d'un pays nouveau, je commence à tiquer. Donc cette consonance fasciste, elle est bien là. Il faut appeler un chat un chat. Le régime est soutenu par une frange non négligeable de la population, sinon de la majorité. Donc cette révolution populaire, comme il l'appelle, eh bien, lui donne une espèce de légitimité par rapport à ses actions, je dirais pas illégales, mais extra-légales. Il se targue vraiment, l'état de droit à l'occidental, eh ben on s'en fiche. C'est un peu ça. Donc, tous les jours, la loi est violée en Turquie, et en cela, on ne peut plus parler de l'état de droit en Turquie. Donc, le président, il dit « Ah oui, je viole la Constitution, et alors ?» Et tous les gens donc, dont vous avez parlé, eh ben, ils sont en tôle, ils ne savent pas pourquoi. Donc, ce régime a le monopole des armes. Il ne faut pas oublier, il n'y a plus d'armée. L'armée est au service maintenant de ce régime, la police également, les milices privées. Et puis, autre caractéristique, je crois qu'on assiste vraiment maintenant à une désoccidentalisation, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh bien, l'Empire ottoman a commencé à s'occidentaliser il y a 2 siècles, 1820 par là, donc la grande révolution positiviste, qui a fini par donner le kémalisme. Eh bien, maintenant, on désoccidentalise tous azimuts. Et puis finalement, il y avait de conséquences, alors conséquences immédiates bien sûr,
annihilation de la société civile. Cette société civile dont vous avez évoqué au tout début, qui passait pour vraiment un exemplaire à une époque, à tel point qu'on parlait de tous les tabous, par exemple le tabou du génocide des Arméniens, eh bien, cette société civile-là, elle est aujourd'hui, elle bat de l'aile, vraiment, et les gens se tairent, les gens se taisent. Oui, tout à fait. Non, mais et en plus, ils n'ont plus aucun recours, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ça, je vais en toucher un mot. Et puis finalement, eh bien, les grands corps de l'État, hein, qui qualifient chaque État digne de son nom, à savoir l'armée, le judiciaire, l'administration du territoire, l'académie, le trésor et la diplomatie, eh bien, sont totalement phagocytés par le régime. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Ah, rien. Donc il y a le seul contre-pouvoir qui pouvait exister, justement, l'Europe. Hein. Les États-Unis n'ont jamais été partie prenante dans la démocratisation de la Turquie, jamais. L'Europe, c'était autre chose. Eh bien, l'Europe est en total abandon et démission par rapport à la Turquie. Il y en a beaucoup qui se frottent les mains. Et même qu'elle est parfois soulagée de complètement, avoir... exactement. Et par exemple, la Commission, la Cour européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, au moment où l'on parle, refuse systématiquement les dossiers des plaignants turcs, alors que la Turquie est non seulement signataire de la première heure de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il n'y a plus aucun recours et le pays est vraiment les gens sont devant des choix absolument terribles. Donc, la grande partie, j'utiliserai le systématique de Albert Hirschman. Donc il y a trois sortes de réactions par rapport à cette répression dont vous avez donné quelques chiffres. On peut en rajouter. Il y a 500 avocats, par exemple, de défense qui sont en tôle. Ils ne savent pas pourquoi. En plus des 170 journalistes, 15 universités qui ont fermé, un nombre absolument impressionnant d'associations, 2500 qui ont fermé. Il y a de la spoliation. On a fait main basse sur les biens des sociétés privées, hein, c'est évalué à des milliards. Et on en parle très très peu, et donc aucun recours possible. Alors, les gens, par rapport à ça, les 50% de la population, eh ben, ils acceptent, ils essayent de survivre, c'est-à-dire la loyauté, enfin, ils baissent la tête. C'est le bloc fasciste, hein, en quelque sorte. D'autres cherchent à partir, et toute l'élite libérale, un peu comme après 79, avec les Iraniens, hein, partent. Alors, donc, exode de cerveau massif. Il y a beaucoup d'universitaires et de gens qui ont les moyens, qui sont partis. C'est souvent des libéraux. Et puis, troisième catégorie, typique, on en parlera peut-être après, donc ceux qui restent et essayent de protester. Alors, Michel Dubena, tant Lina Atala que Cengiz Aktar nous ont expliqué ce recul du droit un peu partout. Comment une association comme la vôtre, Romain de Droit, arrive à s'immiscer, à changer, non pas à la face du monde, mais un petit peu les choses? Écoutez, je vais rebondir sur ce que vient de dire mon voisin. Je rentre de Turquie. J'étais jusqu'à samedi dernier. Alors, je vais le contredire sur un point. J'ai été... Pas sur l'état du régime, bien évidemment. Mais j'ai été quand même stupéfait de voir la capacité de la société civile à se tenir les coudes. Je n'ai pas parlé encore. D'accord. De voir la capacité de la société civile à se tenir les coudes, à résister, même si beaucoup sont partis, ont été obligés de partir. Je crois que, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est par... plus de 100 000 personnes qui ont perdu leur travail, qui du jour au lendemain sont devenus des morts sociaux. 150 000 qui sont devenus des morts sociaux. J'ai vu un enseignant qui était en grève de la faim depuis 250 jours sur ce registre. Ce que nous pouvons faire, c'est d'abord aider sur place,
je peux le dire maintenant, par exemple, du temps de Ben Ali, qui appliquait déjà avant l'Égypte les mesures de restriction de financement des ONG, j'ai servi de porteur de valises. Porteur de valises pour permettre aux gens de vivre, aux associations d'exister. Ça peut être cela. C'est aussi tout le travail que nous faisons au travers de l'Union européenne. Alors entendons-nous bien. Il ne s'agit pas de dire que l'Europe a ou devrait avoir le pouvoir de dicter des politiques à des pays. Il ne s'agit pas de ce type d'intervention. Oui. Oui. Merci la mouette. C'est rafraîchissant. Ça, ou c'est trop. Enfin, c'est pas un coq en tout cas. C'est pas le débat. Le débat est que l'Union européenne affirme un certain nombre de principes et que, en même temps, elle les met de côté lorsqu'il s'agit de dialoguer avec ces régimes. Le dernier exemple en date, c'est un pays membre de l'Union européenne. Ce pays, c'est la France. Et l'exemple, c'est l'Égypte. On ne donnera pas de leçons de droits de l'homme à M. Sisi. Et je me garderai bien d'intervenir après de notre grand allié sur la lutte contre le terrorisme. En fait, d'allié contre la lutte contre le terrorisme, on ne fait pas pire aujourd'hui, parce qu'il crée du terrorisme interne, M. Sisi, là-dessus. Mais quand on adopte ce genre de pratique tout en disant de notre côté, je respecte, je vais faire respecter les droits de l'homme, etc., bien évidemment, on décrédibilise complètement le propos. Et on décrédibilise la démocratie et l'universalité des droits au regard des peuples comme une alternative crédible. Alors notre rôle, c'est effectivement, avec vous, avec tout le monde, d'essayer de rétablir l'équilibre, d'interpeller les gouvernements, d'interpeller la Commission européenne. Là, par exemple, à propos de ces enseignants turcs, on a obtenu, je pense que ça n'aura malheureusement aucun résultat, mais on a obtenu du président du Parlement européen qu'il saisisse les autorités turques. C'est au moins cela. C'est au moins cela. Effectivement, ils sont dans une situation humanitaire... Ça les sort de l'oubli. Dérangeante. Mais nous avons bien conscience aussi de la faiblesse de nos moyens. Et en même temps, je vais vous dire, parce que je fais ça quand même depuis un certain nombre d'années maintenant en tant que militant, il y a quelque chose d'absolument réconfortant. C'est que, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils cherchent à nous faire, quoi qu'ils interdisent, il y a toujours des gens qui se lèvent. Il y a toujours des gens qui sont là pour dire non, pas en notre nom, pas ça, et pas comme ça. Alors notre rôle, à nous, ONG, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, c'est d'être là pour aider, c'est d'être là pour rappeler aux principes, c'est d'être là pour rappeler à l'universalité des principes. Et cette universalité, entendons-nous bien, elle vaut des deux côtés de la Méditerranée. C'est-à-dire que lorsqu'on entend un certain nombre de discours au sud, eh bien on doit être en mesure de les combattre, comme lorsqu'on entend les abandons auxquels se livre l'Union européenne au nom de ses intérêts, nous sommes en droit aussi en tant que citoyens de dire pas non, pas en notre nom. Lina Tifa, j'ai envie de vous interpeller après les propos de Michel Toubiana. Comment votre média regarde l'Europe? Est-ce que vous attendez quelque chose de l'Europe? Est-ce que ça reste quand même un modèle en soi ou pas? Notre modèle de média en Égypte... Non, est-ce que vous, en tant que journaliste égyptienne, travaillant dans un média libre, vous regardez l'Europe, est-ce que c'est un modèle, malgré tout, malgré les contradictions et les insuffisances que vient d'expliquer Michel Toubiana, c'est malgré tout un modèle que vous avez quand même en pointe? Je crois que, comme je viens de dire, c'est un peu un modèle différent qu'on est toujours en train d'édifier. Et une partie principale de ce genre de modèle, c'est que c'est un modèle ouvert au monde qui nous entoure. Donc, on a nos yeux toujours sur des expériences qui nous entourent et qui nous inspirent. Et je pense que c'est quelque chose de très important parce que c'est très facile d'être isolé dans nos pays et de penser que nous sommes dans une condition très exceptionnelle. Ça veut dire que si nous avons une condition de militarisation, par exemple,
c'est pas exceptionnel pour l'Égypte. C'est une expérience qui est partagée par plusieurs autres pays. Donc pour nous, c'est très important d'avoir cette ouverture, et c'est pour cela, par exemple, qu'on travaille de façon bilingue. Donc il y a toujours cette ouverture. Bilingue, c'est arabe-anglais. Oui, exactement. Donc, toujours cette ouverture. Alors, peut-être, Jacques Rupnik, on n'est pas à la fin, mais on se rapproche du terme de cette première partie de ce débat. Comment se fait-il aujourd'hui que les sociétés démocratiques, qui sont imparfaites, qui sont contradictoires, Michel Toubiana a bien expliqué un peu le paradoxe et la contradiction des sociétés démocratiques européennes, comment se fait-il malgré tout que ce système démocratique séduise de moins en moins? Alors, Cengiz Aktар a bien expliqué que sans truquer les élections, Recep Tayyip Erdogan serait élu. C'est-à-dire qu'il y a quand même une séduction des peuples par ce système. C'est vrai probablement en Russie. Sans truquer les élections, Vladimir Poutine serait probablement élu. Ce système démocratique qui a longtemps été le modèle, il séduit de moins en moins. Ce qui est évidemment perturbant pour les Européens, car, comme je l'ai dit dans l'introduction, pendant très longtemps, on a cru que notre modèle allait s'étendre par capillarité. Alors, il n'y a pas une explication, il y en a sans doute plusieurs. Moi, j'ai l'impression, pour ce qui est des pays que je connais, j'ai le sentiment que le cycle post-89 est épuisé. Le cycle libéral post-89, c'est-à-dire l'idée que voilà, la fin des dictatures, le modèle de la démocratie libérale, l'économie de marché et de l'Europe, c'était une sorte de triptyque. C'était ça, en gros, le post-89. Et ça, je crois que c'est largement épuisé. On voulait la démocratie, on l'a. Mais vous savez quoi? Elle est en crise, à peu près partout. On a monté des populismes, regardez, et pas seulement à l'Est. Regardez le Brexit, regardez l'élection de Trump, regardez nos élections présidentielles, on a quand même eu un deuxième tour assez particulier. Bref, avant de donner des leçons à qui que ce soit, il faut regarder autour de soi. Donc, on a ce problème-là. On voulait la démocratie, elle est en crise. On voulait l'économie de marché, mais depuis 2008, on découvre qu'elle est en crise. Il y a eu une crise financière mondiale qui s'est propagée des États-Unis vers l'Europe. Et on voulait rentrer dans l'Union européenne, on y est. Et vous savez quoi? Elle est en crise aussi. Elle est divisée nord-sud sur l'économie et la finance, c'est la crise de la zone euro, et elle est divisée est-ouest sur la crise migratoire. Donc vous avez, oui, mission accomplie après 89, mais l'objectif est épuisé. Donc ça, c'est un premier élément. Le projet est épuisé et ne s'est pas réinventé. Il y a d'autres raisons. C'est que le monde d'après 89 était le monde du triomphe de l'Occident, quand même. On a même parlé de moments unipolaires dans les relations internationales. On est passé du bipolaire au unipolaire. Vous l'avez rappelé, la fin de l'histoire, c'était évidemment la démocratie. C'était la démocratie et le marché et l'idée, disons, que le modèle occidental triomphait. Là, on est dans une configuration complètement différente. On est dans une période où l'Occident, en gros, est en déclin. Vous avez le déclin le plus rapide dans l'histoire. En 1989, la part des pays occidentaux dans le PNB mondial, c'était plus de 60%. 20 ans après, 25 ans après, c'est moins de 40%. Donc c'est la chute la plus rapide. Vous avez de nouvelles puissances économiques. Donc économiquement, il y a un changement. Et surtout, vous avez de nouvelles puissances émergentes. Et il y a une sorte il n'y a plus d'ordre international. On pouvait critiquer l'ancien ordre, on pouvait le rejeter, on pouvait le haïr, lutter contre, mais il y avait une sorte d'ordre international, que ce soit celui de la guerre froide ou le système prétendument unipolaire. Là, c'est un système apolaire. Il n'y a plus de pôle. Et donc, dans ce système d'anarchie internationale, de chaos, les gens se tournent vers des leaders autoritaires. Vous avez le chaos, ça inspire quoi? L'insécurité, la peur. Et vous vous tournez vers le leader fort, Poutine, Erdogan, enfin, vous choisissez selon les circonstances. Vous n'avez pas souvent le choix. Non, vous n'avez pas le choix, mais en gros, vous fiez à celui qui vous dit, dans ce monde chaotique, incertain, vulnérable, où l'insécurité
physique, voire terrorisme, ou l'insécurité culturelle, identitaire, etc., moi, je vais assurer la protection. Et s'il faut pour cela supprimer quelques libertés, s'il faut prendre... Voilà. Et donc, c'est ce modèle-là qui est en phase, et l'Europe, face à cela, est sur le recul, sur la défensive. Enfin, n'oublions pas... Enfin, il y a un an, prenez les éditos, il y a un an en Europe, c'était Brexit, Trump, l'élection autrichienne, etc. On disait, voilà, le raz-de-marée populiste va balayer l'Europe. En Autriche, ça a été d'un cheveu, à 2%, le candidat de l'extrême droite n'a pas été élu. On a eu, avec les élections hollandaises, puis les élections françaises, on a poussé un ouf de soulagement. Le scénario catastrophe du délitement complet n'a pas eu lieu. Mais il faut donc voir que la crise à la périphérie dont nous discutons, que ce soit dans le monde arabe ou que ce soit en Turquie ou à l'Est, c'est parce que le cœur même de la démocratie est fragilisé, vulnérable, et que le système international, le système des relations internationales lui-même est complètement déstabilisé et qu'il y a maintenant de nouveaux acteurs et, disons, un contexte qui favorise l'émergence des régimes autoritaires. À ce que vous avez dit, Jacques Rupnik, j'ajouterais le Brexit qui ne semble pas une réussite jusqu'alors et qui paraît évidemment plus difficile, car il faut quand même rappeler le populisme, la démagogie des leaders. Il faut quand même avoir en mémoire, par rapport à la campagne du Brexit, moi je m'occupe d'Europe plus que de Méditerranée, le fait que le UKIP, Nigel Farage expliquait, le jour où on quitte l'Europe, on va pouvoir mettre beaucoup d'argent dans le système national de santé. Évidemment, pas un seul leader britannique, ni un conservateur, ni un travailliste, et encore moins un leader de l'UKIP, expliquait que, évidemment, quand on quitte l'Union européenne, il y a une facture à payer parce qu'on a été engagé. Tous ceux qui ont divorcé un jour ou l'autre dans cette salle ou ailleurs savent qu'un divorce, ça coûte assez cher. Genci Aktar, sur ce repli qu'expliquait un petit peu Jacques Rupnik, la Turquie est particulièrement emblématique, car que dit Recep Tayyip Erdogan? Il dit « Je suis le chef, bien sûr, je vous assure globalement une certaine prospérité, en tout cas je la promets, et je vous fais rêver, car je vais vous redonner, un peu comme Poutine, une grande Russie, je vais vous redonner une grande Turquie, je vais vous reconstruire l'Empire ottoman ». C'est pas fait, mais c'est en tout cas ce qu'il dit. Et ça plaît. Alors, c'est un peu, Jacques Rupnik l'a bien décrit, c'est le zeitgeist, hein, c'est l'air du temps, c'est l'âme du temps. Il y a des leaders populistes partout, à des degrés très différents, bien sûr, mais c'est pas la liberté qui prime et qui est chérie. Hein. Donc, et notre débat d'ailleurs aujourd'hui, c'est quelle liberté face à ces pouvoirs-là. J'en ai pas encore parlé. Tout bien là, on a touché un mot pour la Turquie, mais pour la Turquie, donc cette résistance, elle est très très limitée. En tout cas, elle n'a vraiment pas les moyens. Elle n'a surtout pas de soutien. Donc, pas de soutien. À l'intérieur du pays, ou peu, non, alors qui résiste? Alors, allez-y. Qui résiste? D'abord les femmes. Hein, les femmes extraordinaires, donc c'est parce qu'elles procréent, très probablement. Elles sont sur tous les fronts. Hein, elles résistent, elles essayent de résister. Les Kurdes, bien sûr, et il y a des salons du livre partout en ce moment, donc c'est la saison des salons de livre. Alors, il y a un député, et non des moindres, qui est le co-président du parti kurde, M. Demirtas, qui est en prison. Hein. Il ne sait pas pourquoi il est en prison, mais il est en prison. Il a écrit un livre. Il a écrit un livre, très drôle d'ailleurs, il fait de l'ironie par rapport à tout ce qui se passe. Et le livre s'appelle CR, S-A-H-E-R, et c'est un best-seller comme vous ne pouvez pas imaginer. Il a vendu 6 millions. Et ça veut dire la traduction de... C'est un prénom. C'est un prénom qui veut dire l'aube en même temps, et donc Saher. Et ce livre est porté par les femmes, par exemple. Il y a une grande mobilisation autour de ce livre qui est vendu. Et c'est des auteurs femmes, des auteurs S, qui signent, parce qu'il ne peut pas signer, il est en prison. Donc il y a une
évidemment une protestation qui essaye de s'organiser, mais il faut pas en abuser. Je crois il faut pas exagérer sa force, loin de là. Les médias les plus consistants qui émettent de l'étranger aujourd'hui. Il n'y a plus rien en Turquie. Le régime permet 3 ou 4 journaux d'extrême gauche pour faire valoir. De toute façon, voilà. Oui, de toute façon, pour RSF, pour Freedom House, pour tous les classements internationaux en matière de liberté, la Turquie vraiment bat de l'aile. Elle est avec Zimbabwe et Turkménistan, vraiment. Enfin, non loin de la Corée du Nord. Oui, non, mais absolument. Donc, alors par rapport à ça, par rapport à votre question, alors qui fait quoi? L'Europe, par exemple, il ne faut pas oublier que contrairement à l'Égypte, par exemple, la Turquie est toujours, en tout cas sur le papier, en train de négocier avec l'Union européenne. Alors, bien sûr, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus rien. Le dossier, il n'est pas rangé. Je crois qu'il est déchiré, il est dans la poubelle. Alors, on essaye de réorienter, par exemple, les fonds, qui sont 4,5 milliards sur 7 ans quand même, vers la société civile. N'importe quoi. Je veux dire, les eurocrates vont amener des euros dans les valises pour les distribuer. Ça n'existe pas. Le seul interlocuteur légitime de la Commission européenne, c'est le gouvernement de Turquie. Je veux dire, sans son aval, on ne peut pas distribuer un rond. Donc, il parle comme ça, à tort et à travers. Donc, vraiment une solitude, en fait. Une solitude qui sert le régime, ça il ne faut pas oublier, le régime en est très content. Et le pire peut-être, c'est que, vous savez, c'est le paradoxe de la solidarité. Et la solidarité est capitale, très importante, mais ce régime, il est tellement atypique, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi j'ai parlé de la désoccidentalisation, que chaque fois qu'il y a un élan de solidarité à l'étranger, surtout en Occident, mais il n'y a pas d'élan de solidarité avec la Turquie en Russie, vous imaginez, et ce régime pointe du doigt en disant, voyez, c'est le complot, c'est eux qui sont derrière tout ce qui se passe en Turquie. Alors c'est un paradoxe monumental qui fait que les résistants, ceux qui essayent de résister face aux liberticides, sont encore plus à la fois une solitude de résistants et une impasse politique. Peut-être un mot, Lina Atalla, comment on résiste, comment on vit en Égypte, et puis je voudrais entendre après Michel Toubiana. C'est pas si différent. Oui, nous sommes plus nombreux. Le mot solitude me touche beaucoup. C'est un mot que j'ai utilisé souvent dernièrement. Ça veut dire qu'on a tellement changé et bougé d'une situation là où nous avons une solidarité massive à l'intérieur du pays, mais aussi hors du pays. Et maintenant, c'est plutôt la solitude. Mais il faut dire aussi que même s'il ne faut pas exagérer le volume de la résistance qui survit toujours en Égypte et qui est manifestée par l'intermédiaire des organisations et des collectifs de droits de l'homme, les quelques médias dont je viens de parler, les militants indépendants qui travaillent au niveau de campagne plutôt que dans des organisations. Alors qu'il ne faut pas exagérer le volume de ces différentes communautés-là, il faut être sûr qu'ils existent toujours et ils ont une certaine influence, même si ce n'est pas le genre d'influence qui va changer le balance du pouvoir. Ça veut dire que je ne m'attends pas qu'il y ait un changement radical dans le pouvoir dans ce pays, dans l'Égypte, dans les années qui viennent. Mais en même temps, c'est une force qui déstabilise un peu le sens de confiance dans laquelle le pouvoir a. Ça veut dire que il faut rappeler de toute façon que c'était aussi des groupes qui étaient la minorité, qui ont mené au moment de 2011 et avec lesquels il y avait une certaine affinité avec le plus grand public. Et c'est ça ce qui a mené à ce qu'il y ait des grandes manifestations. Ça veut dire que c'est toujours des petits groupes qui survivent des moments
moments très difficiles et qui ont cette légitimité, tels que les frères musulmans par exemple, cette idée de légitimité de survivre dans des moments difficiles. Et cette légitimité-là, ça crée une affinité avec des gens le plus grand public, qui de temps en temps aussi a des problèmes avec le pouvoir, a des problèmes au niveau économique et social surtout. Et c'est cette affinité-là qui peut créer une source de force un peu. Michel Duena, j'aurais que vous concluiez cette première partie de cette table ronde. Que peut faire l'Europe et que peuvent faire les sociétés démocratiques? Vous avez très bien expliqué la contradiction, le paradoxe, mais néanmoins, en Europe, la démocratie fonctionne, je vais dire plus ou moins, évidemment des insuffisances, mais malgré tout, l'état de droit, les minorités sont respectées, la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse et des médias. Bon, voilà, on est dans un système qui fonctionne, je vais dire à peu près, perfectible, ça va de soi. Alors, comment ce système que l'Europe représente, et je dirais aujourd'hui plus que jamais, quand on voit les dérives de l'autre côté de l'Atlantique, comment il peut agir? Et selon vous, pourquoi ce modèle séduit moins aujourd'hui? Mais le plus vieux militant en matière de droits de l'homme que je suis se méfie toujours quand on me dit, je sais bien que ça ne recouvre pas la forme de pensée, vous savez, c'est pire ailleurs. Oui, c'est toujours pire ailleurs. Mais à partir du moment où on raisonne par rapport au pire, évidemment, on abaisse nos exigences, puisqu'on se contente de ce qui est moins pire. Et à partir de là, on dérive. Je crois que l'Europe a deux problèmes. Plusieurs problèmes. Un nouveau, qui est celui que Nick a évoqué tout à l'heure, et qui est que l'Europe n'a jamais parlé de manière aussi désunie que maintenant. Jamais. Il n'y a plus de politique européenne. La seule chose qui, au niveau des étrangères, ce qu'on appelle la politique de voisinage, le seul organisme qui donne une apparence de cohérence et une forme de cohérence, c'est l'organisme le moins démocratique des institutions européennes, c'est-à-dire la Commission. Mais dont acte. C'est elle qui permet d'alimenter les associations, de faire respecter un certain nombre de choses, de rappeler aux États un certain nombre d'éléments. Et vous entendez bien que le caractère laudatif de mon propos est en même temps extrêmement, déçu, parce que franchement, je ne considère pas que la Commission soit l'alpha et l'oméga du système démocratique ou des institutions démocratiques de l'Union européenne, mais force est de le dire. Et ça, je crois que c'est un premier problème. Le deuxième problème, il a été aussi évoqué, c'est que l'Europe n'a plus les moyens de ses prétentions sur un certain nombre de points sur le terrain économique. Et le troisième problème, c'est que l'Europe a peur d'elle-même et peur des autres. Là, il y a sur ce terrain-là quelque chose qui relève à la fois du subjectif, de l'instrumentalisation et de la réalité. C'est quelque chose qui est lié aux événements, aux attentats, à l'image de l'islam, à l'image que l'on veut donner de l'islam, à l'instrumentalisation que les gouvernements du Sud font de l'islam. En Turquie, à Istanbul, par exemple, on a éliminé les espaces verts pour construire des mosquées sur les espaces verts. On enseigne de moins en moins les sciences et les mathématiques à l'école, et de plus en plus l'évolution, voilà, etc. Et bon, là, il y a une volonté politique de transformer, d'abord de mettre à bas le système turc, qui n'était pas laïque, mais qui existait, qui avait au moins le mérite d'instituer une différence sur ce terrain-là, etc., etc. Tout cela, ce sont des réalités. Et en même temps, l'Union européenne ne sera crédible que si elle cesse de raisonner à court terme, d'avoir un double discours et de ne pas se donner les moyens de sa politique. Alors, donner les moyens de sa politique, ça dépend de nous, des États, des évolutions à l'intérieur de la politique de l'Union européenne. Jacques Rupnik l'a évoqué, je viens de l'évoquer aussi. Le double discours, qu'est-ce que vous voulez? J'en ai donné un exemple tout à l'heure avec le président de la République française, mais je pourrais le multiplier.
sur ce terrain. Et puis le double discours, c'est quand, par exemple, nous ne trouvons pas de solution à la question israélo-palestinienne en réservant une quasi-impunité internationale depuis maintenant des décennies aux actes des gouvernements israéliens. Et il ne s'agit pas là du tout, ni de près ni de loin, que l'on soit clair, dans un débat qui rend tout le monde fou, en général, de remettre en cause la légitimité et l'existence de l'État d'Israël, mais simplement de réaffirmer qu'il y a des Palestiniens à côté, que ces Palestiniens ont le droit à un État, et que ce n'est pas en colonisant leur territoire que l'on mettra fin au bain de sang et à la haine réciproque sur ce terrain. Et quand l'Europe est incapable de faire entendre cette voix-là, voire faire entendre une voix contraire, avec des alliances extraordinaires. À table, pardonnez-moi, c'est pas une conversation secrète, on parlait avec Jacques Rubnik de l'ennemi de mon ennemi et de mon ennemi. Mais regardez, Orban s'apprend à Soros parce qu'il est une ONG, parce qu'il y a Open Society, et puis parce que Soros est juif. Qui va soutenir Soros? Netanyahou. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir quels sont ses petits intérêts à court terme. Si l'Europe n'est pas capable de faire entendre sa voix en termes de justice, en termes de valeurs, et surtout de mettre en conformité ses actes et ses paroles et ses engagements, alors on a un vrai problème. On a un vrai problème parce que c'est toute la crédibilité du système démocratique, des valeurs et de l'universalité des droits de l'homme qui est remise en cause. C'est à partir de là que nos ennemis, ceux qui commettent ces attentats, qui nous ensanglantent, ceux qui ne sont pas, je vous prie de vous en souvenir, simplement réservés à cette rive nord de la Méditerranée. On meurt encore plus dans la rive sud de la Méditerranée de la part de ces extrémistes-là. Cela trouve un terreau qui ne les excuse en aucune manière. Je sais bien que pour un certain Premier ministre, essayer de comprendre, c'est déjà excusé. Mais ce n'est pas ma tasse de thé à moi. J'aime bien comprendre, y compris ce que fait le pire des salauds. Et à partir de là, je pense que si l'Europe était en mesure de parler de manière plus unie, d'essayer, pas par angélisme, mais y compris par intérêt. Intérêt. Un mot, et je termine parce que je sens que je suis trop long. Vous savez, il y a un petit pays, la Tunisie. C'est pas un grand pays, hein, par rapport à ses voisins sur la même rive, du Maghreb ou proche du Maghreb, plus éloigné du Maghreb, l'Égypte, le Maroc et l'Algérie, c'est tout petit, la Tunisie. Mais si la Tunisie échoue, c'est 20 ans en arrière pour toute la région. C'est 20 ans en arrière pour toute la région. Or, aujourd'hui, petit exemple, la Tunisie a besoin de 70 millions de dollars pour construire un mur, une clôture, contrainte forcée, sur le désert qui la lie à la Libye, pour les raisons que vous pouvez imaginer. Eh bien, personne en Europe ne veut lui donner 70 millions de dollars. Tout au plus, veut-on lui prêter avec un taux plus ou moins avantageux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on est incapable de comprendre que notre intérêt européen, c'est que la Tunisie reste une démocratie, que notre intérêt, même vu du côté de l'Union européenne, si l'on ne veut plus, encore que je refuse de le dire, enfin, cette crise migratoire, elle était largement prévisible, etc. Ça veut dire que nous raisonnons simplement à court terme, en se disant, ben oui, Monsieur Sisi, il réprime les terroristes. La Tunisie, bon, elle se débrouille. Le roi du Maroc, ben, il réprime les terroristes. L'Algérie, on a un accord sur le terrorisme, puis ça nous garantit une sécurité. Et puis c'est bien, ce gouvernement-là, lui, il freine les arrivées des migrants. On ne comprend pas
que c'est les peuples demain, de l'autre côté de la rive, de l'autre côté de la Méditerranée, qui se rappelleront notre bon souvenir en nous disant « Vous nous avez parlé de démocratie, vous nous avez parlé de droits de l'homme, vous avez fait le contraire, on adhère à autre chose ». Merci Michel Cubena. On va clore cette première partie. La salle a compris que, outre d'être le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et le président actif de Romed, vous êtes aussi un grand avocat.